Gilles Kepel, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir dans votre bureau de l'ENS. Merci de m'accorder de votre temps pour discuter avec vous aujourd'hui de votre dernier ouvrage, Enfants de Bohème, paru il y a quelques semaines aux éditions Gallimard. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Victor Hugo, qui se présente de la manière suivante. « Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. » Gilles Kepel, et vous, qui êtes-vous? Pas grand-chose non plus, puisque comme vous savez, rien vient du latin res, qui veut dire chose. Donc, je ne suis rien signifie que je ne suis pas une chose. Ce n'est pas le rien lui-même qui porte la négation, comme c'est devenu l'usage langagier ultérieur, mais c'est la chose à partir de laquelle on se construit, autour de laquelle on agrège. Et ce livre, précisément, c'est une élaboration sur le rien, en effet, puisque j'avais failli ne plus rien devenir au moment où les djihadistes de Daesh, en juin 2016, m'avaient condamné à mort par une vidéo sur Facebook Live. Et d'autre part, c'était une époque où mon père était en train de décéder de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, nous nous sommes trouvés tous les deux dans une situation où nous étions en position de disparaître. Malheureusement, lui-même a connu sa fin avec cette maladie épouvantable, une fin qu'il a fallu du reste que je précipite en refusant des soins palliatifs qui l'auraient amené à d'innombrables souffrances inconscientes encore un peu. Et moi-même, finalement, j'ai survécu puisque tous ceux qui ont voulu me tuer sont morts. Exactement. Gilles Kepel, quelle est, selon vous, votre plus belle qualité? D'avoir survécu. Je crois que c'est déjà pas mal. La résilience, comme on dit en latin, est peut-être ça. Je vous reçois dans un bureau que je vais certainement quitter bientôt, puisque l'université a décidé de me mettre à la retraite. Et contrairement, par exemple, aux États-Unis, où on peut, quand on est un professeur de genre, rester jusqu'à la fin de sa vie, et l'université vous fait partir en vous donnant ce qu'ils appellent un golden handshake, une poignée de main en or pour que vous partiez parce qu'ils vous payent trop. Alors en France, de toute façon, les universitaires sont très mal payés, comme tous les enseignants qui ont vu leur statut social, intellectuel, réputationnel s'effondrer complètement. Et bon, pour moi, c'est pas grave parce que je me débrouille, mon sujet de prédilection sur les islamistes m'a permis de me nourrir à peu près. Mais pour la République, je crois que c'est une catastrophe parce que, notamment pour les enjeux migratoires, c'est l'école, c'est l'instituteur, c'est l'enseignante ou l'enseignant qui est la clé de l'adéquation entre le socle de nos valeurs républicaines et ce que trouvent des immigrés en arrivant. Alors, ça peut être aussi l'Église, ça peut être d'autres facteurs, mais pour ce qui est de la nation elle-même, de la nation comme corps politique, auquel s'identifier comme citoyen, c'était l'école. Aujourd'hui, à partir du moment où les enseignants sont payés comme des prolétaires, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans une situation de défaut majeur de l'intégration. Oui, exactement. Gilles Kepel, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu vous interviewer en tant que spécialiste de toutes les questions du Moyen-Orient, mais je suis venu discuter avec vous sur votre ouvrage Enfants de Bohème. Lorsque je l'ai lu, la première réflexion qui m'est venue en tête, c'était la question de l'identité. C'est un livre, peut-être, vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas,
C'est un livre sur l'identité à la fois de votre pays, l'identité de votre père, l'identité de votre grand-père, mais aussi votre propre identité. Et cependant, vous vous adressez à la seconde personne du singulier, le tu, mais quand on s'adresse au tu, finalement on s'adresse à soi-même. Gilles Kepel, qui suis-je quand je dis je? Eh bien, je suis celui à qui on dit tu. Et effectivement, cette relation je-tu qui est dans le livre est bien sûr quelque chose qui a à faire avec l'identité. Si on était pédant, on dirait même l'ipséité. Oui. Et je m'adresse à mon père qui est en train de décéder et je convoque sa mémoire qui a disparu avec la maladie, avec ces fulgurances étonnantes que cette maladie terrible procure, qui sont très troublantes à un moment vers le milieu du parcours, entre les premiers symptômes et puis la démence totale finale. On a oublié si on a pris du café ou du thé à l'instant, mais on se souvient avec une acuité extraordinaire d'épisodes de la mémoire extrêmement ancienne qui reviennent tout d'un coup à la surface de façon complètement déconnectée. Et mon père me parlait ainsi de son père énormément, et puis quand je lui ai demandé de préciser, il avait déjà oublié ce qu'il venait de dire. Et j'ai entrepris cette écriture, ça m'a pris 10 ans, c'est un travail très long, pour être un peu avec lui jusqu'à la fin. Et pour que ce je et ce tu puissent fusionner, être en adéquation, d'autant plus que les rôles s'étaient renversés, puisque j'étais devenu son tuteur. Vous étiez le père de votre père. J'étais le père de mon père, et du coup, je lui parlais de son vrai père, c'est-à-dire de Rodolphe K., arrivé de Bohême à Paris en 1908 pour y traduire Apollinaire en tchèque et faire le passeur culturel. C'est lui qui a apporté les deux reins et autres tableaux qui sont aujourd'hui au musée de Prague. On vous parlait de... Je fais une petite allusion, vous parlez de passeur, et à la page 102 exactement, vous avez ce petit titre, du passant au passeur. Vous êtes le passeur de l'histoire? Oh, ça serait bien prétentieux. Le titre, le paragraphe que vous avez évoqué, c'est une allusion à Apollinaire. Oui. Car Apollinaire a écrit l'une des nouvelles qui composent son recueil d'Hérésiarque et compagnie, Le passant de Prague. Et c'est l'histoire du juif errant que j'ai d'ailleurs reprise et retravaillée dans le texte pour en faire la rencontre entre Rodolphe K. et Apollinaire en 1902. Apollinaire a passé effectivement 3 jours à Prague, qui sont très documentés par ses archives. Là, il rencontre un personnage et j'en ai fait mon grand-père. Enfin, j'en ai fait Rodolphe K, puisque Rodolphe ce travail n'est pas, ce ne sont pas des mémoires, ce n'est pas un travail d'égo-histoire ou une auto-fiction, si vous voulez, mais c'est quelque chose que j'ai construit un peu sur le mode de l'épopée. Oui. Et pour paraphraser l'un des grands peintres tchèques du XXe siècle, Mucha, qu'on connaît sous le nom de Moucha ou Mucha en français, et qui, même si on ne le connaît pas, a orné l'imaginaire de toutes les chambres des jeunes filles que nous avons connues, enfin peut-être pas vous, vous êtes plus jeune que moi, mais qui avait des espèces de créatures, des posters, comme on disait autrefois, avec des créatures évanescentes aux longues chevelures piquées de fleurs. Eh bien, c'était Mucha, qui était ce peintre morave, venu de la région tchèque qui est à côté de la Bohême, et qui avait enchanté l'art nouveau avec ses dessins qui avaient représenté Sarah Bernard au théâtre, l'Isabelle Adjani de l'époque, si j'ose dire, et donc qui ensuite a été repris sans du reste qu'on se souvienne qui c'était. Je crois qu'aucune de ces jeunes filles qu'on espérait embrasser sous cette photo n'avait la moindre idée que c'était un Tchèque et que celui qui essayait de l'embrasser sans espoir était aussi un Tchèque. Oui, exactement. Gilles Kepel, vous venez de dire que votre ouvrage Enfant de Bohême est une épopée. Est-ce une autobiographie ou pas pour vous? Parce qu'il y a quand même non, parce que il y a des éléments qui appartiennent à ma propre existence, mais qui sont là présentés pour faire signifier davantage celle de mon père, celle de mon grand-père, enfin des deux personnages que j'appelle Rodolphe K. et Milan K., qui empruntent évidemment beaucoup à mon père et mon aïeul, mais qui sont des reconstructions
qui font que je suis moi, d'une certaine manière. Donc ça n'est pas une autobiographie au sens propre, mais ce sont des fragments de la parentèle, du lignage, qui, mis bout à bout, construisent l'identité. Et ce livre n'a pas été écrit d'une façon didactique. Enfin, j'ai suivi la chronologie, et j'ai du reste choisi les chapitres en trouvant la plupart des titres, ça n'a pas toujours marché, mais qui mêlaient à la fois la période historique et la façon dont se déroulait l'existence de Rodolphe Quint. Les années folles, où effectivement il a mené une vie de patachon dans la Bohème avec un accent grave, cette fois-ci à Montparnasse. La Grande Dépression, la période de la dépression économique, la crise de 29, pardon, qui a correspondu à une dépression réelle conduisant à la démence déjà chez sa jeune femme, la mère de mon père, donc, qui était ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, car elle est décédée en 1937. Et puis ensuite l'exode, l'exil et exode à Londres, rideau de fer, qui est le rideau de fer qui s'abat sur l'Europe, mais c'est aussi le rideau qui tombe sur la dernière scène où mon père joue un petit rôle dans le Lorenzaccio d'Alfred de Musset au Festival d'Avignon, dans une mise en scène de Gérard Philippe en 1952. Gilles Kepel, quand j'ai lu votre épopée Enfant de Bohème, j'ai fait un parallèle avec Heidegger dans son ouvrage Être et temps. Je trouve ça hyper intéressant parce que vous avez la question de l'identité et la question de la temporalité, puisque vous faites revivre cette période de l'histoire. Ma question est la suivante. Finalement, nous avons parlé tout à l'heure de l'identité, mais vous n'avez pas défini encore ce qu'est l'identité. Est-ce que je deviens toujours plus qui je suis à travers le temps? Alors, bon, vous me posez la question du Dasein pour être en termes très philosophiques. Oui, c'est peut-être cet être-là. Alors, il y a quelque chose de très heideggerien, c'est que je passe mon temps à traverser des sentiers dans les forêts, des Holzweg, des chemins qui ne mènent nulle part, c'est-à-dire ces sentiers que les bûcherons ont coupés pour favoriser justement leur travail de coupe et qui ne vont pas d'un point à un autre. Et le sentier qui ne mène nulle part, c'est celui sur lequel on se promène. C'est la marche qui est porteuse de sa propre finalité. Il n'y a pas un but, parce que finalement on revient à son point de départ, mais la vie consiste à revenir à son point de départ en étant passé par un itinéraire singulier qui vous enrichit, vous appauvrit, peut-être vous amène au danger, à la mort, et qui en tout cas fait des rencontres. Et ce livre, en fait, par-delà la chronologie que j'ai évoquée, en réalité a une texture ou une structure qui est celle de ce qu'on appellerait en psychanalyse la libre association. C'est-à-dire qu'il est fait de coïncidences. Et de coïncidences à partir desquelles se bâtit, se tisse le tissu justement de l'identité, qui est faite de petits morceaux épars, aléatoires, qui vont s'agréger ou ne pas s'agréger avec une part assez minime de la capacité du sujet à les mettre en terme. La seule chose que j'ai fait peut-être dans cette existence, et il vaut mieux aujourd'hui à l'époque de MeToo, c'est de me constituer dans cette existence comme une sorte de séducteur passif, c'est-à-dire faisant en sorte que les choses arrivent, en essayant de me trouver là, quand, où il fallait. Et puis parfois ça n'arrive pas. Mais en ayant finalement relativement peu d'insistance sur les choses, et ça c'est quelque chose que un mode de fonctionnement que j'ai découvert a posteriori chez mon aïeul, parce que j'ignorais tout de lui. J'ai écrit cette lettre au père d'une certaine manière. Alors il y a un autre tchèque dont le nom commence par K, que évidemment je n'imagine pas me comparer, qui a écrit aussi une lettre au père, Franz Kafka, une lettre très acrimonieuse, son père l'ayant mis dehors une nuit à Prague, sur le balcon glacé, car il avait vu la scène primitive. Il était entré dans la chambre où ses parents faisaient l'amour.
En ce qui me concerne, ça ne m'est pas arrivé, en tout cas pas que je me souvienne. Peut-être que mon inconscient l'a effacé. Mais j'ai reconstruit une scène primitive dans le livre, qui est celle qui est un peu la malédiction de notre lignée, qui est Rodolphe K., fils d'un capitaine des chasses au comté de Nadiaïkov, qui observe le verra du sanglier qui monte la laie. Et donc c'est le grognement qui traverse les bois, c'est un moment de Lahan, les corps, lui, déchire les tendons. Et donc, au fond, que ce soit les mœurs du sanglier, que ce soit j'ai découvert que Rodolphe K. au baccalauréat, puisque j'ai découvert au lycée, au gymnasium austro-hongrois où il avait fait son bac, son programme, ce qu'il avait étudié au bac, etc. Donc on découvre qu'il a traduit l'ode à Lydie, d'Horace et Lydie, d'Horace, que Musset a repris sous forme d'un sonnet que Jules Massenet a mis en musique, qui est quelque chose qui fonctionne justement dans ce modèle de la compersion, c'est-à-dire du plaisir que l'on prend à ce que l'autre en prenne. Et ce qui se traduit dans toutes sortes de choses complexes, qui passent par le polyamour, par l'influence qu'il y a eu peut-être sur lui par la secte des Adamites. C'était une secte post-chrétienne médiévale établie en Bohême, où il y avait à l'époque beaucoup de troubles, et qui avait pour base que on allait au culte en étant nu et que la secte pratiquait la communauté des femmes. Évidemment, elle a été massacrée peu après parce que c'est insupportable. Et tout ça que j'ai découvert en découvrant justement les archives de Rodolphe K, à la fois d'abord les archives familiales et puis ensuite les traducteurs qui m'ont trouvé ça, les jeunes traducteurs, je ne faisais pas un mot de tchèque. L'arabe ne m'a pas servi à grand chose pour ça. Donc se sont pris au jeu et ils ont découvert dans les archives publiques et privées, collections d'archives à Prague et ailleurs, une énorme correspondance qu'il avait entretenue avec tous les hommes de lettres, les hommes politiques. C'était un homme qui était très actif, mais qui était dans la procrastination, et qui était vénitaire, qui n'avait jamais réussi à faire ni la carrière politique, ni la carrière littéraire qu'il aurait souhaité. Et d'une certaine façon, je suis retourné là-dedans, et j'en ai fait mon miel en m'interrogeant sur la manière dont ceux-là, dont j'ignorais tout, avaient mystérieusement, à travers notre patrimoine génétique, au fond orienté, sans que j'en eusse été conscient, mes choix. Au fond, j'ai découvert qu'à travers mon père, pour le garder avec moi, et alors que j'étais devenu son père, j'avais des traits insoupçonnés de son propre père, espérant simplement que les 3 générations d'apprentissage m'auront moins installé dans la procrastination et l'état de velléitaire. Gilles Kepel, vous parlez de votre histoire, de cette histoire, de l'histoire tchèque, finalement l'histoire de votre père, et de ce fait, vous convoquez la mémoire de votre père, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce un devoir pour vous, ou est-ce un besoin? Le devoir de mémoire, d'une certaine manière, tout à fait. Plutôt un besoin. J'essaye de ne pas trop être dans le devoir, ayant passé plus de 40 ans de ma vie comme au CNRS, puis après comme professeur, en infligeant des devoirs et des leçons à des potaches. Il n'y avait pas grand-chose à faire, et en dirigeant une quarantaine de thèses. Donc ce livre est plutôt pour moi de l'ordre d'un épanouissement qui me permet de clore ce qu'a été une carrière universitaire qui s'achève dans un moment où l'université s'est effondrée, en tout cas en lettres et sciences humaines, où le woke ravage tout de son imbécilité au front, je n'ose pas dire de taureau, mais de bœuf ou de vache, de génisse, je ne sais pas,
et où la transmission des savoirs devient quelque chose qui est déclassé au profit du psittacisme, d'une idéologie dont l'inanité fait qu'elle ne survivra pas. Mais les dommages infligés à la jeune génération, je le vois avec l'effondrement du niveau de connaissance sur le domaine qui est le mien aujourd'hui. Mes frères, alors vous pouvez dire que ce sont des propos d'un vieux crétin qu'on va mettre à la casse, mais donc je ne suis pas dans le devoir, je suis plutôt dans... Je pense que c'est très important pour moi à travers cette dimension littéraire, délibérée et volontaire, et le livre est explicitement et comme tel très écrit, très travaillé, tout en maintenant une identité qui est la même, mais il n'y a pas de hiatus, il y a une différence de style, pour reprendre du fond, en commençant le guillemet avant car le style, c'est l'homme même. Oui. Il a classifié les espèces, donc je me mets dans l'espèce du métèque assimilé. Si vous parlez de cet effondrement de la connaissance. Comment l'expliquez-vous actuellement, cet effondrement, et finalement, quelle en est la source? Je crois que c'est un effondrement qui est dû aussi à la mauvaise gestion des générations, à l'incapacité finalement qu'a eu l'université à intégrer l'énorme champ des savoirs qui sont accessibles par le monde numérique dans son magistère. Et ce livre n'aurait jamais pu être écrit à l'ère pré-numérique, parce que pour me documenter, j'ai un énorme travail de documentation, je suis allé sur le terrain, j'ai lu beaucoup d'archives qu'on m'a fait traduire, et on ne pourrait pas, si vous aviez l'idée d'écrire un livre sur moi, vous ne trouveriez quasiment rien, parce que même si vous aviez racheté mon téléphone ou mon ordinateur, les logiciels que vous utiliserez dans une vingtaine d'années, que Dieu qu'il soit vous prête longue vie, ne marcheraient plus, seraient obsolètes, ou ça impliquerait des frais gigantesques ou des systèmes qui sont plus fonctionnels. Et la mémoire, justement, se perd aujourd'hui, cette mémoire vive, pour parler le langage des ordinateurs, devient une mémoire morte très vite. Et donc ce livre n'aurait jamais pu être écrit s'il n'y avait pas eu les moyens électroniques pour la récupération des données, mais en même temps, il n'a pu être écrit que parce qu'il y avait ce socle extrêmement fort notamment de correspondance. Mon grand-père était Rodolphe Quin, donc un graphomane, et il a écrit énormément. Le centre du livre est fait d'une correspondance amoureuse gigantesque, et d'autre part, il a été nourri par toutes ces archives, cette correspondance retrouvée dans les musées et autres tchèques. Alors, Gilles Kepel, en lisant votre ouvrage, j'ai convoqué Paul Ricoeur. Ayant fait ma thèse sur Paul Ricoeur, j'ai trouvé un parallèle assez intéressant, et vous allez me dire si le parallèle que je fais est bon ou pas. Dans son ouvrage La mémoire, l'histoire et l'oubli. Et voilà comment il présente son livre, et j'ai retrouvé ces 3 parties dans le vôtre. Je le cite. L'ouvrage comporte 3 parties nettement liées par leur thème et leur mémoire. La première partie est consacrée à la mémoire, au phénomène mnémonique, et qui est placé sous l'égide de la phénoménologie au sens husserlien du terme. La seconde partie liée à l'histoire, qui relève d'une épistémologie des sciences historiques. Et la troisième partie culminante dans une méditation sur l'oubli qui s'encadre dans une herméneutique dans la condition historique que nous sommes. Ces 3 parties, je les ai retrouvées dans votre ouvrage. Alors à l'envers. À l'envers, exactement. Justement, tout à fait. On commence par l'oubli. C'est ça. Et c'est l'oubli du passé et l'oubli du temps, y compris présent, l'absence du futur, qui caractérise le patient atteint de la maladie d'Alzheimer, que je vais ensuite m'efforcer de restituer. Alors je ne sais pas quelle est l'herméneutique du livre, mais
En tout cas, oui, en fabriquant mes propres instruments cognitifs, en allant dans les archives. Au fond, je n'ai pas eu trop de difficultés à construire la matière, comment dire, heuristique, si j'ose dire, parce que vous aimez la philosophie du livre, parce que j'ai tout simplement utilisé les méthodes que j'avais expérimentées toute ma vie. Quand je travaillais sur les islamistes égyptiens, je lisais les textes qui me semblaient les plus pertinents, après des sélections hasardeuses, bien sûr. Et puis ensuite, j'allais sur le terrain, où je rencontrais des gens autant que je le pouvais. À l'époque, tout était très surveillé par la police, on sait tout ça. Et je mélangeais les impressions, des lectures, des mises en perspective pour obtenir un résultat. C'est par exemple mon premier livre, Le prophète et Pharaon, dans les années 1980. Et d'une certaine manière, j'ai fait la même chose, à part que ce qui m'intéressait, c'était pas l'Égypte, mais c'était ce monde de la bohème à la bohème, puisque le livre, comme vous l'avez vu, avec un jeu de mots, enfant de bohème, on pense à la chanson L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi, de la cigarière, et c'est la bohème accent grave, c'est celle où mon grand-père arrive, c'est Montparnasse. Puccini qui se passe avenue d'Enfer Rochereau, du côté de la rue Boissonnade, où nous avons grandi dans le triangle matriciel entre la place d'Enfer Rochereau, le carrefour de l'Observatoire et le carrefour Vavin, marqué par des statuaires magnifiques. Vous avez le Balzac de Rodin d'un côté, le maréchal Ney de Rude de l'autre, et le lion de Bartholdi, le lion de Belfort au troisième. Et entre les trois points de ce triangle statufié d'une certaine façon, c'est joué en grande partie notre destin. Et mon camarade Sylvain Tesson, l'autre jour, m'a mis en mémoire quelque chose que j'ignorais, mais qui va très bien, c'était ce fameux, je ne sais pas si vous faites des mots croisés, il y avait ce fameux verbicruciste Max Favalelli, et qui avait proposé ceci, donc en 5 lettres. Donc la définition, c'est jeune anarchiste tchécoslovaque. Et bien c'est justement amour, car amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi, il n'a pas connu de loi, il est anarchiste, enfant, il est donc jeune. Et il fait d'une certaine manière le même jeu de mots que moi, puisqu'il passe de l'accent circonflexe à l'accent grave. Et la bohème, le tchèque qui est là est du faux tchèque, puisque je ne connais pas la langue. J'ai enlevé tous les signes diacritiques qui auraient été illisibles pour le lecteur français, sauf ce qu'on appelle l'accent hirondelle, qui s'appelle le caveau, je crois, en linguistique, et qui est l'accent circonflexe à l'envers, et qui est un peu comme un sourcil froncé, si vous voulez, et donc qui, justement, dans le texte, évoque l'une des rues du triangle matriciel de Montparnasse, la rue Léopold Robert, parallèle à la rue de Boissonnade, qui est coudée, qui était le lieu où il y avait autrefois le cabaret de la Grande Chaumière, où on avait inventé le cancan, et puis le chahut, et où a logé opportunément, justement, un homme politique tchèque, Edvard Beneš, qui est celui qui était d'ailleurs anciennement élève de mon grand-père dans le grand lycée de Vinohrady à Prague, où mon grand-père était enseignant du secondaire, comme vous à Dreux, mais son élève l'a trahi et l'a écarté ensuite de la revue La Nation tchèque, qui était la revue fondatrice de l'indépendance, qu'il avait installée pendant la Première Guerre mondiale à son domicile rue Boissonnade. Et j'ai découvert justement là, avec un certain amusement, le phénomène de la trahison des anciens étudiants. Quand j'étais jeune, étudiant, le champ des études arabes était ravagé par le fait que le pape des études arabes, Jacques Berck, qui est toujours là, avait préservé sa situation par un phénomène de castration de tous ses disciples qui passaient à portée de ciseaux. Et on en a pas mal souffert parce qu'il y avait une sorte de hiatus entre la génération du grand-père et du petit-fils, d'une certaine manière. Nos maîtres, nos pères, étaient généralement non arabisants, ils avaient gardé la langue pour lui. Et
Et donc, je me suis promis, quand j'étais jeune, justement, si un jour je parvenais à une situation mandarinale, de faire ce flux de connaissances. Et c'est ce à quoi je me suis attaché au cours de mes 40 ans de carrière. J'ai dirigé ma 44e, enfin, je vais faire soutenir ma 44e et dernière thèse bientôt, ce qui n'est pas mal. Or, si je regarde en rétrospective, le nombre de mes étudiants qui, après avoir eu leur diplôme, après que je leur ai à peu près tout réécrit pour beaucoup d'entre eux, etc., trouvé des stages, fait publier chez des éditeurs en France et à l'étranger, et le jour où ils ont eu un poste fixe, ont sorti de leurs chaussettes un couteau et ont essayé de me planter entre les omoplates en criant un Allahu Akbar imaginaire peut-être. Bon, c'était du fer blanc et puis les vieux sangliers tchèques ont les soies, sont revêtus de soie si rêches et si épaisses, comme dirait Maurice Genevoix, l'un des grands inspirateurs stylistiques, qu'il en faut d'autres et moi je suis toujours là. Mais c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup fait songer la transmission et la trahison. Peut-être est-ce que le monde fonctionne comme ça, peut-être aussi est-ce que la déliquescence de l'université favorise ce type de comportement, puisque les promotions, les accès aux postes sont si difficiles et si aléatoires que l'on fait feu de tout bois, mais même de bois vert qui fume énormément et qui ne fournit pas de belles flambées. Gilles Kepel, je vous écouterai des heures, mais malheureusement le temps est terminé. J'avais quand même une question sur la place de la paternité, sur la place de l'homme. Vous parlez de votre père, de votre grand-père, et je fais un parallèle à l'heure dont je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce temps où la société veut prôner la femme au nom de l'égalité, etc., il me semble, petit à petit, et votre livre m'a mis en lumière, que le père est en train de disparaître au nom de la femme, non pas de la mère, mais de la femme. Quelle est, selon vous, aujourd'hui, la place que le père doit avoir? Le père a dans ce livre une place centrale. C'est un livre très patrilinéaire. Mais si vous considérez qu'il me reste encore quelques années à vivre... Il vous en reste. J'espère, en tout cas, que Dieu vous prête vie. Touchons du bois, Dieu, je ne suis pas sûr qu'il soit bien très actif, mais ça, si vous voulez, c'est un peu ma gloire de mon père. Oui. Et ça suppose qu'après, il y aura le château de ma mère. Voilà. Donc, rendez-vous dans quelques années. Et on fera le parallèle avec... Et là, la femme sera au centre. Gilles Kepel, une toute dernière question. Au milieu d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter? Apprendre les savoirs, délaisser les idéologies. Les amis, apprendre les savoirs. Apprendre les savoirs, c'est ce que vient de vous offrir notre ami Gilles Kepel. Merci Gilles Kepel de m'avoir reçu, et permettez-moi de terminer par une citation qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup, et l'ouvrage que vous venez d'écrire, de Christian Bobin, je le cite: « Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable, et puis l'ouvrir. » Merci Gilles Kepel de nous avoir ouvert cette porte, d'avoir d'une certaine manière réécrit l'histoire. Les amis, je vous invite à vous procurer dès que possible l'ouvrage de notre ami Gilles Kepel aux éditions Gallimard, Enfants de Bohème. Merci de m'avoir reçu, merci pour votre humanité, merci pour tout ce que vous faites, et surtout merci d'être qui vous êtes. Merci à vous.